Le fils du millionnaire était aveugle jusqu'à ce que la nouvelle domestique découvre la vérité. Sur la côte rocheuse du Maine, où le vent sentait le sel et où les vagues se brisaient sans cesse contre les falaises, se dressait un immense manoir de verre, silencieux, immobile, comme figé dans le temps. Il avait autrefois été un symbole d'amour, de réussite et de joie. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une maison silencieuse. Son propriétaire, Jonathan Pierce, avait autrefois été l'un des jeunes esprits les plus brillants du monde de la technologie. Fondateur d'une société de logiciels valant 1 milliard de dollars, il était surnommé le cerveau d'or de la Silicon Valley. Mais toute cette brillance s'était évanouie le jour où Emma, la femme qu'il aimait plus que tout au monde, était morte dans un accident de yacht. À partir de ce jour, Jonathan avait disparu du monde. Il ferma son entreprise, coupa toute communication, quitta la ville et se retira dans cette demeure en bord de mer, l'endroit même qu'il avait promis de construire comme une maison de lumière. Mais cette lumière n'existait plus. Au début, il tenta de s'accrocher à son rôle de père. Il se levait tôt, préparait les biberons, changeait les couches, murmurait les mêmes berceuses qu'Emma chantait d'autrefois. Mais les médecins sont arrivés et leur diagnostic a tout bouleversé. Ryder était né aveugle. Ses yeux ne réagissaient pas à la lumière. Ils ont dit que c'était irréversible. Jonathan restait assis pendant des heures à côté du berceau, regardant son bébé immobile, les yeux ouverts, mais ne voyant rien. Il l'appelait par son nom, secouait un hochet, jouait de la musique, mais Ryder ne tournait jamais la tête, ne souriait jamais. La chambre d'enfant, autrefois pleine de couleurs, semblait désormais vide de sens. Il se reprochait l'accident, le destin d'avoir survécu alors qu'Emma n'avait pas eu cette chance. Chaque soir, lorsqu'il portait Ryder dans son lit, il lui murmurait doucement « Tu es tout ce qui me reste. Mais même toi, tu ne peux pas me voir. » Le manoir était devenu un tombeau. Le personnel se déplaçait en silence, leurs pas résonnant sur le sol en marbre. Personne ne riait. Personne ne parlait plus fort qu'un murmure. Quelque part, le vent sifflait à travers les murs de verre comme une mélodie triste qui ne s'arrêtait jamais. Jonathan consacrait chaque instant à son fils, mais le silence le vidait lentement de son âme. Il remplissait la pièce de jouets lumineux, de lumière vive, de boîtes à la musique, de tout ce qui pouvait déclencher une réaction, même un clignement des yeux, un soupir. Mais Ryder restait immobile, comme prisonnier de son propre monde invisible. Un monde sans bruit, sans lumière, sans personne d'autre que le vide. Souvent, Jonathan ne pouvait pas dormir. Il s'asseyait près de la fenêtre, regardait la mer Noire et écoutait les vagues se briser contre les rochers. Il se demandait si son fils était vraiment aveugle ou s'il avait lui-même perdu la capacité de voir l'espoir. 6 mois après ce jour fatidique, une jeune femme sortit d'une voiture noire garée devant les portes du manoir. Le vent marin soufflait dans ses cheveux bruns, tandis qu'elle serrait contre elle un vieux sac en toile et une enveloppe scellée contenant son contrat de travail. Elle s'appelait Clara Morales. Clara n'était pas venue ici pour commencer une nouvelle vie. Elle était venue pour fuir l'ancienne, une vie qui s'était effondrée la nuit où son fils nouveau-né, Gabriel, avait rendu son dernier souffle dans ses bras pour des raisons qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Depuis lors, quelque chose en elle était mort aussi. Elle quitta la ville sans dire au revoir à personne, acceptant le premier emploi qui lui permettrait de disparaître. Lorsqu'elle vit une annonce pour un poste de femme de ménage à demeure dans un domaine tranquille en bord de mer, elle n'hésita pas une seconde. Peut-être que le silence était exactement ce dont elle avait besoin. Le majordome ouvrit le portail sans un sourire ni un mot. À l'intérieur, un chemin de pierre menait à un immense manoir blanc surplombant la mer agitée. Lorsque les portes s'ouvrirent, le silence l'accueillit comme un mur. Pas de voix, pas de bruit de pas, seulement le bruit du vent qui effleurait les vitres. Le majordome lui fit visiter toutes les pièces. Tout était impeccable, poli, parfait, intact. La maison semblait vivante, mais complètement vide. Sur les murs étaient accrochées des photos, une femme souriante, un nouveau-né dans ses bras. Clara eut le cœur serré en les regardant. Monsieur Pierce aime que tout soit fait dans les temps et n'aime pas le bruit, dit le majordome d'un ton neutre. Faites votre travail, rien de plus. Clara acquiesça. Elle était habituée aux maisons froides et aux employeurs distants. Mais ici, il y avait quelque chose de différent, un calme trop profond, comme si les murs eux-mêmes cachaient un secret. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait le salon,
Elle remarqua quelques jouets éparpillés sur le tapis. Une petite balle rouge, un ours en peluche, quelques blocs bleus. Elle se baissa pour les ramasser et les rangea soigneusement dans un panier en osier. Lorsqu'elle se redressa, elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Un enfant était assis tranquillement sur le tapis. Il était petit, pâle et immobile, ses grands yeux vides et dans le vague. Dans une main, il tenait une petite voiture miniature. Il ne bougeait pas, ne la regardait pas, ne semblait même pas conscient de la présence d'une autre personne dans la pièce. Clara se figea. Elle avait déjà travaillé avec des enfants, même des enfants malades, mais elle n'avait jamais vu des yeux comme ceux-là. Ce n'était pas le vide de la cécité. C'était le vide d'une âme perdue quelque part au loin. Le majordome passa, remarqua son regard et dit sèchement, « C'est Ryder, le fils de M. Pierce. Il est aveugle. N'essayez pas de lui parler ou de jouer avec lui. Il ne répond pas. » Clara acquiesça, mais ses yeux ne quittèrent pas le garçon. Lorsque l'homme s'éloigna, elle s'agenouilla légèrement, se rapprochant de lui. Ryder resta immobile, le regard perdu dans le vide. À cet instant, Clara sentit son cœur se serrer, non pas par pitié, mais à cause d'une douleur qu'elle pensait avoir enfouie depuis longtemps. La façon dont Ryder fixait le vide était la même que celle dont son propre bébé l'avait regardé avant que sa petite poitrine ne s'immobilise. Cette nuit-là, allongée dans la petite chambre des domestiques, Clara fixait le plafond. Le bruit des vagues qui s'écrasaient se mêlait au sifflement du vent à l'extérieur. Elle ferma les yeux, essayant d'oublier le visage du garçon, mais plus elle essayait, plus il lui apparaissait clairement. « Je suis venue ici pour travailler, pas pour me souvenir, » murmura-t-elle. Pourtant, au fond d'elle-même, quelque chose avait commencé à bouger. Un fil fragile reliait deux cœurs qui avaient tous deux connu la perte. Le lendemain, chargée de s'occuper de Ryder, Clara reçut pour consigne de ne pas le toucher, mais seulement de ranger la chambre, de changer les serviettes et de garder les lieux propres. Mais en elle, quelque chose bougeait. Un étrange silence l'attirait vers lui. Ce matin-là, alors que la douce lumière du soleil se répandait à travers les fenêtres vitrées, elle vit Ryder allongé sur le tapis de la nurserie. Il était immobile, ses petites mains reposant sur les côtés, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. La lumière touchait ses pupilles, mais il n'y avait aucune réaction. Il ressemblait à une poupée de cire prisonnière de l'immobilité. Clara s'agenouilla à côté de lui. « Bonjour, mon chéri », murmura-t-elle, sans attendre de réponse. Bien sûr, il n'y en eut pas. Pourtant, elle resta là un moment, à le regarder. Dans ses yeux vides, elle ne vit pas de ténèbres. Elle vit de la lassitude, comme si l'enfant avait déjà renoncé au monde avant même de le connaître. Cet après-midi-là, lorsque le majordome lui demanda de préparer le bain de Ryder, Clara suivit attentivement ses instructions. Une petite bassine ronde était posée sur une longue table en verre, de la vapeur s'élevant de l'eau chaude. Une légère odeur de savon pour bébé emplissait l'air. Elle ne réfléchit pas beaucoup, se contentant de faire son travail. Ryder fut amené, silencieux comme toujours. Pas de pleurs, pas de réaction. Lorsqu'elle le plongea doucement dans l'eau, son petit corps bougea à peine. Elle prit l'éponge douce, la trempa et lui essuya les bras et la poitrine lentement, tendrement, comme si elle avait peur de le casser. Puis, dans un instant fugace, alors qu'elle levait l'éponge vers son front, quelques bulles glissèrent et touchèrent le coin de son œil. Il cligna des yeux. Clara se figea. Elle retint son souffle, pensant avoir imaginé cela. Elle réessaya, trempa l'éponge et essuya doucement une fois de plus. La mousse roula et Ryder cligna à nouveau des yeux. Cette fois, elle était certaine que ses yeux n'étaient pas vides. Il réagissait. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, la main tremblante. Il ne répondit pas, mais elle pouvait entendre les battements de son propre cœur résonner dans le silence. Une fois le bain terminé, elle l'enveloppa dans une serviette blanche, séchant soigneusement chacun de ses petits doigts. Il restait silencieux, mais son visage semblait différent. Il n'était plus complètement vide. Quelque chose de subtil avait changé. C'était imperceptible, mais réel. Cette nuit-là, Clara ne parvint pas à dormir. Elle repassa chaque seconde du bain dans son esprit. Cela semblait trop réel pour être une coïncidence. Il avait cligné des yeux. Cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. Elle fixait le plafond, le clair de lune filtrant à travers les rideaux. Dans l'obscurité, une petite étincelle d'espoir vacillait en elle,
un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis la nuit où son bébé avait rendu son dernier souffle. Le lendemain matin, Clara entra dans la salle de bain, le cœur partagé entre l'espoir et la peur. Une partie d'elle voulait croire que ce qu'elle avait vu la veille était réel, mais une autre partie redoutait que si rien ne se passait aujourd'hui, cet espoir fragile disparaisse comme de la mousse sur l'eau. Elle prépara tout comme la veille, de l'eau chaude, du savon, une serviette douce, une petite éponge. Personne dans la maison n'y prêta attention. Ils considéraient le bain de Ryder comme une simple routine quotidienne, une tâche insignifiante. Mais pour Clara, aujourd'hui était différent. Lorsqu'elle porta Ryder jusqu'à la table, il était aussi calme que d'habitude. La lumière du matin pénétrait à travers la vitre, se reflétant sur sa peau pâle. Clara le plongea doucement dans l'eau. La chaleur se répandit et une fine couche de bulles se forma autour de ses épaules et de ses bras. Elle le lava avec soin, lentement, comme avant. Rien ne se passa. Aucune réaction. Pendant un bref instant, la déception envahit son cœur. Peut-être que la veille n'avait été qu'une illusion. Peut-être n'était-elle qu'une femme désespérée qui voyait ce qu'elle voulait voir. Puis, alors qu'elle trempait à nouveau l'éponge, la pressait et essuyait une fois de plus son front, une goutte de mousse glissa près de l'œil de Ryder. Il cligna des yeux. Clara se figea, la main tremblante. Elle réessaya, cette fois en essuyant l'autre côté de son front. Un peu de mousse coula sur sa joue, touchant sa peau. Puis un petit son se fit entendre. Mot. Clara retint son souffle. Tout son corps se figea. Elle le regarda, les lèvres entr'ouvertes, le cœur battant à tout rompre. Il le répéta, plus lentement cette fois, avec hésitation, mais suffisamment clairement. Mot. L'éponge tomba de sa main et heurta l'eau avec un léger plouf qui résonna dans la pièce silencieuse. Elle n'arrivait pas à y croire, mais elle l'avait entendu. Le garçon, celui dont tout le monde disait qu'il ne pouvait ni sentir, ni voir, ni parler, venait de dire « Maman ». Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle s'effondra, sans voix, observant Ryder avec un souffle tremblant. Il la regardait et, pour la première fois, ses yeux avaient une direction, une vie, un sens. Il leva la main. Une petite main tremblante et humide se tendit vers elle. Ses doigts effleurèrent sa joue pendant un instant, mais cela suffit à faire s'arrêter son cœur. Elle voulait crier pour appeler quelqu'un afin qu'il vienne voir, mais elle ne pouvait pas. Personne ne la croirait. Il dirait qu'elle avait imaginé cela. Elle resta donc là, le laissant toucher son visage, observant ses petits yeux suivre sa main lorsqu'elle la déplaçait vers la gauche, puis vers la droite, et Ryder la suivait, non par réflexe, mais par conscience. Clara sourit à travers ses larmes. « Tu vois maintenant, n'est-ce pas? » murmura-t-elle. « Tu regardes. » Une fois le bain terminé, elle enveloppa Ryder dans la serviette blanche, comme d'habitude. Mais cette fois, elle ne se sentait pas comme une domestique accomplissant son devoir. Elle avait l'impression de tenir un miracle vivant dans ses bras. Le bébé respirait doucement, paisiblement, mais il bougeait toutes les quelques secondes. Un clignement des yeux, un souffle, un petit mouvement. Chacun était fragile, éphémère, mais pour Clara, ils étaient la preuve de la vie. Lorsqu'elle reposa Ryder sur le tapis de jeu, la lumière du matin éclaira son visage. Il cligna faiblement des yeux, puis tourna la tête vers la lumière. Ce n'était qu'un petit mouvement, mais suffisant pour convaincre Clara que les miracles ne se produisaient pas qu'une seule fois. Elle s'agenouilla à côté de lui et murmura d'une voix tremblante. « Nous trouverons la lumière, écrivain. » Je te le promets, à partir de ce jour, Clara ne trouva plus la paix. Chaque geste qu'elle faisait, préparer les biberons, plier les serviettes, ranger les chambres, était hanté par une seule pensée. Que se passait-il vraiment avec Ryder? Le garçon ne pouvait pas être aveugle. Elle le savait. Il réagissait à la lumière, suivait ses mains, émettait des sons, cherchait son visage. Mais si c'était vrai, comment personne ne l'avait remarqué jusqu'à présent? La question résonnait en elle comme les vagues qui se brisaient sur les falaises à l'extérieur. Au cours des jours suivants, Clara continua à baigner Ryder comme d'habitude. Il clignait toujours des yeux, suivait toujours la lumière, murmurait toujours « Mo ». Chaque fois qu'elle lui essuyait le visage, chaque réaction était une preuve vivante. Mais elle savait que les preuves seules ne suffisaient pas. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la chambre de Ryder, elle remarqua que le majordome entrait avec un petit flacon de colière. Il l'ouvrit, instilla 2 gouttes dans chaque œil de Ryder et repartit sans un mot. Clara fronça les sourcils,
On ne lui avait jamais demandé de s'occuper de cette tâche et personne n'en avait jamais parlé auparavant. Curieuse, elle s'approcha du plateau en argent sur lequel reposait le flacon. L'étiquette était décolorée, rayée, mais elle pouvait encore distinguer quelques mots. Contrôle de la sensibilité optique, 0,2% pour la réduction de la réponse à la lumière. Réduction de la réponse à la lumière. Son estomac se noua. Pourquoi quelqu'un voudrait-il réduire la réponse à la lumière chez un bébé déjà considéré comme aveugle? Elle prit le flacon et le retourna avec précaution. Au fond, on pouvait lire en lettres effacées Expedis 203, expiré il y a près de 6 mois. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle le remit rapidement à sa place, craignant que quelqu'un ne le remarque, et s'éloigna. Le reste de l'après-midi, ses pensées tourbillonnaient sans fin. Ce soir-là, une fois la maison silencieuse, Clara s'assit sur son lit étroit, son téléphone à la main, et commença à faire des recherches. Elle tapa « Contrôle de la sensibilité optique, effet secondaire chez les nourrissons ». Les résultats apparurent instantanément. Il s'agissait d'un médicament rare généralement utilisé pour les patients présentant une sensibilité extrême à la lumière et non pour les nourrissons. La description énumérait les effets secondaires. Vision floue temporaire, réduction de la perception de la lumière, retard de la réponse pupillaire. Son sang se glaça. Elle fixa l'écran. « Non, ils ne peuvent pas lui donner ça », murmura-t-elle. Elle se souvenait de la routine, comment tout le monde considérait ces gouttes comme insignifiantes, une simple étape quotidienne. Peut-être ne savait-il pas ce qu'elle faisait réellement. Ou pire, peut-être que quelqu'un avait choisi de ne pas s'en soucier. Dans les jours qui suivirent, Clara commença à observer discrètement. Elle nota l'heure exacte à laquelle les gouttes étaient administrées, notant chaque changement. Le schéma était indéniable. Juste après chaque dose, Ryder devenait apathique, le regard vitreux, sans réaction. Mais 6 à 8 heures plus tard, lorsque les effets s'estompaient, il recommençait à bouger, à cligner des yeux, à réagir à la lumière. Elle consignait chaque détail dans un petit carnet caché sous son oreiller. Chaque ligne était une preuve. Clara savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Si elle parlait, personne ne la croirait. Si elle restait silencieuse, elle ne se le pardonnerait jamais. Cette nuit-là, elle se tenait près du berceau de Ryder, le regardant dormir. Ses cils papillonnaient doucement sous la faible lumière. Il avait de l'air paisible, tout comme Gabrielle autrefois. Une douleur familière revint. Elle posa sa main sur sa petite paume et murmura « Si tu peux voir, si tu peux vraiment voir, je le prouverai, peu importe ce qu'il en coûtera. » Dehors, les vagues s'écrasaient violemment contre le rivage, résonnant comme les battements du cœur de la mer. Clara ferma les yeux, des larmes coulant sur sa petite main. Et dans ce moment fragile et tremblant, elle sut que la vérité n'était plus très loin. 3 jours après avoir découvert le secret des gouttes pour les yeux, Clara n'en avait toujours parlé à personne. Elle avait besoin de plus de temps pour être certaine. Et une partie d'elle avait peur. Peur que si elle parlait, personne ne la croirait, ou pire, que la vérité serait enterrée à jamais. Ce matin-là, une fine brume flottait dans le ciel. Une lumière pâle filtrait à travers les fenêtres en verre, se répandant doucement sur le sol. Clara prépara le bain de Ryder, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, elle fit quelque chose de différent. Elle décida de ne laisser personne lui administrer les gouttes pour les yeux. Elle avait besoin de savoir ce qui se passerait sans elle. L'eau chaude scintillait sous la lumière du soleil, de minuscules reflets dansant à la surface. Clara porta Ryder dans ses bras et le déposa doucement dans la bassine. Il ne pleura pas, mais il n'était plus inerte non plus. Ses yeux bougeaient légèrement, captant les reflets de la lumière sur l'eau. Clara retint son souffle et passa l'éponge sur son front. De la mousse coula sur sa joue. Il cligna des yeux. Cette fois, la réaction fut plus rapide, plus claire. Elle essuya à nouveau plus près de ses yeux. Il cligna une fois de plus des yeux, puis le son revint. « Maman! » Clara sourit à travers ses larmes. « Oui, mon chéri, je suis là, » murmura-t-elle. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, des pas résonnèrent à la porte. Elle se retourna. Jonathan Pierce se tenait là. Il portait une chemise blanche, un manteau drapé sur le bras, les yeux fatigués mais vifs. Il avait tout vu. Son regard se fixa sur la scène devant lui. Clara assise à côté de la table en verre, son fils dans une bassine remplie de mousse blanche, levant la tête et la regardant. Il ne la fixait pas d'un regard vide,
mais la voyait vraiment. Jonathan s'avança. Que se passe-t-il ici? Sa voix n'était pas élevée, mais elle était lourde de tension. Clara se leva rapidement. Je, je lui donnais son bain comme d'habitude. Elle ne termina pas sa phrase. Ryder se tourna vers la voix. Ses yeux cherchaient. Puis, il regarda directement Jonathan. Le temps s'arrêta. Jonathan se figea, le souffle coupé. Il se pencha lentement, les yeux rivés sur son fils. « Ryder », murmura-t-il d'une voix tremblante. Le garçon cligna des yeux, puis sourit, un petit sourire fragile, mais réel. Jonathan serra les poings, essayant de se stabiliser. Son monde entier s'était effondré et reconstruit en un battement de cœur. Il s'agenouilla à côté de la table, sans se soucier de ses vêtements coûteux, sans se soucier de ses tremblements. Il savait seulement que l'enfant qu'il croyait avoir perdu le regardait. « Tu peux me voir ?» demanda-t-il, la voix brisée. Ryder ne répondit pas, mais tendit sa petite main vers Jonathan. Une goutte d'eau glissa du bout de son doigt dans la paume de son père. Jonathan se mit à pleurer, non pas à grands sanglots, mais en silence, comme pour évacuer des mois de désespoir. Il souleva délicatement le garçon et posa le corps humide de Ryder contre sa poitrine. Clara resta immobile, la gorge serrée. Cette scène, simple mais sacrée, semblait purifier toute la douleur qu'elle avait portée pendant si longtemps. Jonathan leva les yeux et croisa son regard à travers ses larmes. « Depuis combien de temps tu es au courant? » Clara prit une inspiration. « 3 jours, dit-elle doucement. Et je pense que le problème ne vient pas de ses yeux. C'est le médicament qu'ils lui ont donné. » Jonathan fronça les sourcils. « Le médicament? » Elle acquiesça. « Les gouttes pour les yeux. J'ai vérifié. Elles sont périmées et leur but est de réduire la sensibilité à la lumière. Je pense que c'est ce qui l'a maintenu dans cet état. Il resta immobile, les yeux écarquillés d'incrédulité, de culpabilité et d'horreur. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. Après un long silence, Jonathan reprit la parole, presque pour lui-même. « J'ai cru tout ce qu'ils m'ont dit, les médecins, les experts, les médicaments, et je n'ai jamais vraiment regardé mon propre fils. » Clara s'approcha, la voix douce. Personne n'est à blâmer pour avoir aimé trop profondément. Parfois, l'amour est simplement aveuglé par la peur. Jonathan baissa la tête, les épaules tremblantes. Il regarda Ryder, qui le regardait toujours souriant, le soleil se reflétant dans ses yeux comme des morceaux de ciel. Jonathan tendit la main et posa doucement sa paume sur la joue de son fils. « Je te vois maintenant, » murmura-t-il. « Je te vois. » Et à ce moment-là, pour la première fois, ils se virent vraiment l'un l'autre. Ce soir-là, le manoir en bord de mer brillait sous une lumière dorée et chaleureuse. Mais à l'intérieur, Jonathan et Clara n'étaient pas en paix. Ils étaient assis face à face dans son bureau, une pièce autrefois remplie de dossiers commerciaux et de contrats, désormais transformée en chambre de vérité. Sur le bureau se trouvait le flacon de collyre dont Clara avait parlé. L'étiquette était décolorée, l'écriture à peine visible, mais le simple fait de le regarder donnait la chair de poule à Jonathan. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement, la voix tendue, tremblante de retenue. Clara acquiesça, serrant le petit carnet dans lequel elle avait noté toutes les réactions de l'écrivain au cours des derniers jours. « J'ai vérifié. J'ai fait des recherches en ligne. Ce médicament est destiné à réduire la sensibilité à la lumière, pas à traiter la cécité. Il est périmé, et je pense que c'est ce qui l'empêchait de réagir normalement. » Jonathan resta silencieux pendant un long moment. Le bruit des vagues résonnait faiblement à travers les fenêtres en verre, rythmé mais froid. Il se leva, ouvrit un tiroir et en sortit une boîte intitulée « Dossiers médicaux de Ryder ». « Ce sont tous les dossiers depuis le jour de sa naissance, » dit-il à voix basse. « J'ai tout conservé exactement comme le médecin me l'avait conseillé. Je ne les ai jamais regardés de près. » Clara ne dit rien. Jonathan ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, d'ordonnances, de rapports diagnostiques, de résultats d'examen, de lettres manuscrites de l'hôpital. Il les feuilleta lentement, le regard plus vif que jamais. Un nom revenait sans cesse dans le coin supérieur droit. Dr. Raymond Kessler. « Le voilà, » dit-il doucement, la main légèrement tremblante. C'était le premier médecin qui avait examiné Ryder. Il m'a dit que mon fils n'avait pas de réflexe pupillaire, qu'il ne verrait jamais. Clara sortit son téléphone. « Tu peux me montrer son nom complet? » Il acquiesça et lui tendit le papier. Elle le tapa dans la barre de recherche.
Après quelques secondes, plusieurs résultats apparurent à l'écran. Elle lut à voix haute, la voix tremblante. Dr. Raymond Kessler, licence médicale révoquée l'année dernière pour avoir pratiqué des traitements expérimentaux non autorisés sur des nourrissons. L'air se glaça. Jonathan leva les yeux écarquillés, le regard vide d'incrédulité. « Tu as dit révoqué. »« Oui, murmura Clara. Il faisait l'objet d'une enquête pour avoir prescrit des médicaments inappropriés à plusieurs bébés. Certains avaient temporairement perdu leurs réflexes lumineux, tout comme Ryder. Jonathan s'effondra sur sa chaise, les mains agrippées à sa tête. Son corps tremblait, non pas de colère, mais de culpabilité. « Mon Dieu, qu'est-ce que je leur ai laissé faire à mon fils? » Clara posa sa main sur le bureau, d'un ton doux mais ferme. « Vous ne saviez pas. Ils ont abusé de votre confiance, mais maintenant, vous l'avez vu de vos propres yeux. Ryder n'est pas aveugle, Monsieur Pierce. On l'a maintenu dans l'ignorance. » Un long silence s'ensuivit. Seul le vent et les vagues lointaines remplissaient l'espace entre eux. Finalement, Jonathan leva les yeux rougis. « Que faisons-nous maintenant? »« Tout d'abord, dit Clara, nous arrêtons le médicament. Pas une seule goutte de plus. » Il acquiesça. « Je vous le promets. » Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, il se leva et se dirigea vers une autre armoire, fouillant dans des piles de vieux papiers. J'ai encore les reçus et les ordonnances originales de la clinique de Kessler. Elle le rejoignit pour l'aider à passer les dossiers au crible. Dans une enveloppe usée signée Dr. Kessler, ils trouvèrent la toute première ordonnance indiquant clairement la posologie du médicament et une note. Continuer l'utilisation à long terme pour maintenir la stabilité. Clara serra les poings. La stabilité. Il aveuglait l'enfant. Jonathan la regarda, puis regarda le papier qu'il tenait dans sa main, la voix brisée. Je lui faisais confiance. Après la mort de ma femme, je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Je voulais juste sauver mon fils et je ne me posais aucune question. Elle parla doucement. Vous l'avez déjà sauvé. Vous ne le saviez pas encore. Jonathan baissa la tête, les mains tremblantes. Puis, dans un murmure à peine audible, il dit « Personne ne fera plus jamais de mal à mon fils, pas même moi. » Clara serra les lèvres, les yeux remplis d'une force tranquille. « Nous devons faire connaître cette vérité, non seulement pour Ryder, mais aussi pour tous les enfants qu'il a maltraités. » Jonathan croisa son regard, silencieux pendant un long moment. Puis il se tourna vers la fenêtre, regardant la mer sombre et agitée. Le clair de lune éclairait son visage, qui n'était plus celui d'un homme brisé par le chagrin, mais celui d'un père renaissant dans la vérité. Il se retourna vers elle, la voix ferme. « Demain, j'appellerai mon avocat. Je veux ouvrir une enquête. » Clara acquiesça, le cœur battant. Pour la première fois, elle ne voyait aucune ombre dans ses yeux, seulement la lumière de la vérité. Dehors, les vagues frappaient les falaises avec une force renouvelée, comme pour faire écho à sa détermination. La tempête était passée, mais le combat pour la justice venait de commencer. Le lendemain matin, les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les rideaux blancs du manoir en bord de mer. Cela faisait si longtemps que Jonathan n'avait pas laissé la lumière du soleil envahir sa maison. Avant, il gardait tout fermé, les fenêtres, les rideaux, même son cœur. Mais aujourd'hui, tout était différent. Ryder était allongé sur un tapis moelleux dans le salon, son petit corps bougeant légèrement, ses yeux plus brillants que jamais. Clara était assise à côté de lui, l'observant en silence. Il n'y avait ni goutte, ni médicament, rien entre l'enfant et le monde réel. Jonathan descendit l'escalier et s'arrêta sur la dernière marche. Il ne dit rien, il se contenta d'observer. La lumière du matin scintillait dans les cheveux de Ryder comme un halo discret. « Regarde, » murmura Clara. « Il suit la lumière. » Jonathan s'approcha. Clara tenait dans ses mains un petit miroir qu'elle inclinait pour refléter la lumière du soleil en un faisceau dansant sur le sol. Les yeux de Ryder le suivaient petit à petit, lentement mais clairement. Le garçon voyait. Jonathan retint son souffle, le cœur battant. Il s'agenouilla à côté de son fils et se pencha vers lui en murmurant « Ryder, tu vois ça? C'est la lumière, mon fils. » Le garçon ne répondit pas, mais il sourit. Un vrai sourire, chaleureux et sincère, qui n'était plus aléatoire ou vide. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle tendit à Ryder un bloc de construction rouge. Il le fixa un instant, puis tendit la main et le toucha.
Ce simple contact fit retenir leur souffle aux deux adultes. « Il apprend à voir », murmura Clara. « Non », dit Jonathan doucement, la voix pleine de chaleur. « Il apprend à vivre. » À partir de ce jour, chaque matin commençait avec la lumière du soleil. Clara tirait les rideaux et laissait la journée entrer. Jonathan travaillait moins et passait plus de temps avec son fils. Ils créèrent un nouveau rituel, l'heure de la lumière. Clara découpa des morceaux de papier colorés en cercles, triangles et étoiles et les colla aux fenêtres. La lumière du soleil les traversait, peignant les murs de motifs lumineux. Ryder suivait chaque tache de couleur en poussant de petits cris de joie. Jonathan rit, un son qu'il n'avait pas émis depuis des mois. Chaque fois que Ryder gloussait, il sentait un morceau de son cœur se réparer. Au début, ce n'était que de la lumière. Puis vint le son. Clara jouait des mélodies douces pour Ryder. Lorsque les notes emplissaient l'air, il tournait la tête, cherchant d'où elles venaient. Chaque fois qu'il entendait Jonathan rire, il riait aussi. En quelques semaines, le manoir qui ressemblait autrefois à un tombeau de silence s'était transformé en un véritable foyer. La lumière et les rires parcouraient ces couloirs, remplissant les espaces autrefois occupés par le chagrin. Un après-midi, alors que Clara essuyait la table, elle entendit des pas derrière elle. Jonathan se tenait là, tenant Ryder dans ses bras. Le garçon montrait du doigt la fenêtre où la lumière dorée du coucher de soleil peignait le mur de rayures lumineuses. « Tu aimes la lumière, n'est-ce pas ?» demanda Jonathan, la voix pleine d'émerveillement. Ryder acquiesça faiblement, les lèvres remuant. La lumière. La pièce devint silencieuse. Jonathan se tourna vers Clara. Elle avait la main sur la bouche, les larmes coulant sur ses joues. C'était son premier mot. La lumière. Jonathan se pencha, serra son fils contre lui et rit à travers ses larmes. « C'est vrai, Ryder, c'est la lumière et tu nous l'as ramené. » Ce soir-là, ils partagèrent un dîner, non pas en tant qu'employeur et domestique, mais comme des membres d'une même famille. Jonathan parla à Clara de sa défunte épouse, des années qui avaient précédé l'effondrement de leur vie. Clara écouta en silence, souriant parfois, détournant parfois le regard pour cacher son émotion. Avant de quitter la table, Jonathan dit doucement « Merci, Clara. Sans vous, je vivrais encore dans l'obscurité. » Elle répondit gentiment « Non, Monsieur Pierce. C'est Ryder qui vous a ramené vers la lumière. Je n'ai fait qu'ouvrir la fenêtre. » Dehors, des vagues murmuraient contre le rivage, mais le bruit n'était plus solitaire. Il se mêlait au rythme d'une maison qui s'était enfin réveillée d'un long sommeil de chagrin. Une semaine après que Jonathan eut décidé d'intenter un procès, l'atmosphère dans le manoir était complètement différente. La lumière et les rires étaient toujours là, mais sous tout cela coulait d'un nouveau courant, la détermination. Le salon était devenu un espace de travail temporaire. Sur la table se trouvaient des piles de dossiers, des copies d'ordonnances, des photos, des certificats périmés et des rapports d'autres hôpitaux. Clara était assise à l'angle de la table, notant soigneusement chaque petit détail dans son carnet, tandis que Jonathan parlait au téléphone avec son avocat. « Oui, je veux intenter une action en justice officielle, » dit-il d'une voix grave et résolue. « Pas seulement pour mon fils, mais pour tous les autres enfants qui ont été trompés. » Lorsqu'il raccrocha, Clara leva les yeux. « Qu'a dit l'avocat? »« Il sera là cet après-midi, » répondit Jonathan. « Nous devons préparer toutes les preuves. » Les deux travaillèrent sans relâche toute la matinée. Clara organisa ses notes, classant chaque feuille par ordre chronologique, tandis que Jonathan passait en revue les dossiers médicaux, marquant les irrégularités en rouge. Chaque ligne sur le papier ressemblait désormais à une vieille blessure qui se rouvrait. Cet après-midi-là, la sonnette retentit. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume gris entra. Monsieur Richard Hayes, l'avocat engagé par Jonathan. Son visage était calme, son regard vif, mais pas froid. « Monsieur Pierce, dit-il en lui serrant la main, j'ai examiné les dossiers. Nous avons un dossier très solide, mais nous aurons besoin d'un témoin. » Jonathan acquiesça et se tourna vers Clara. C'est elle qui a tout découvert. Monsieur Hayes regarda Clara et lui adressa un léger sourire. « C'est vous qui avez sauvé ce garçon. » Clara rougit légèrement et baissa la tête. « J'ai juste vu ce que les autres avaient négligé. Et cela, dit M. Hayes, est exactement ce dont la justice a le plus besoin. » Ils s'assirent. Jonathan raconta toute l'histoire, depuis la mort de sa femme jusqu'au diagnostic de cécité, en passant par les mois de désespoir, le moment où Ryder avait appelé maman dans la baignoire et enfin la découverte des gouttes pour les yeux périmés. Clara ajouta chaque petit détail, la voix tremblante mais ferme.
Monsieur Hayes prit des notes sans interruption. Lorsqu'ils eurent terminé, il leva les yeux, le ton grave. Ce que vous venez de partager pourrait donner lieu non seulement à un procès, mais aussi à une enquête nationale. Jonathan serra les poings. Je me fiche de la réputation. Je veux juste que la vérité soit connue. Clara acquiesça et s'assurer qu'aucun enfant n'ait jamais à vivre dans l'obscurité à cause de l'erreur d'un adulte. Une fois la vérité révélée, Jonathan et son avocat ont officiellement intenté un procès contre le Dr. Raymond Kessler pour fraude médicale et préjudice causé à des nourrissons. Clara est devenue le témoin le plus important. Au tribunal, elle a décrit comment elle avait découvert le médicament périmé et les réactions réelles de l'écrivain après l'arrêt du traitement. Son témoignage a plongé toute la salle d'audience dans le silence. Jonathan a également témoigné, admettant son erreur d'avoir fait aveuglément confiance et affirmant qu'il ne permettrait jamais à un autre enfant de vivre dans l'obscurité à cause de la négligence d'un adulte. Après plusieurs jours de procès, toutes les preuves ont été révélées. Le tribunal a déclaré le Dr. Raymond Kessler coupable, lui a retiré définitivement son droit d'exercer la médecine et l'a condamné à 10 ans de prison pour fraude médicale et atteinte à la santé des enfants. En quittant le tribunal, Jonathan n'a prononcé qu'une seule petite phrase devant la presse. La justice ne peut pas rendre à mon fils les années qu'il a passées dans l'obscurité, mais elle peut peut-être faire en sorte qu'aucun enfant ne perde plus jamais sa lumière. Clara est sortie à ses côtés, tenant Ryder dans ses bras. Le petit garçon tendait les bras vers la lumière du soleil, souriant joyeusement. À cet instant, ils ont tous deux compris que la lumière avait finalement triomphé. 3 mois après le procès, la vie a lentement retrouvé sa tranquillité. Mais ce n'était plus la tranquillité du silence et de la solitude. C'était le calme qui suit la tempête. La villa en bord de mer qui était autrefois plongée dans l'obscurité était désormais baignée de lumière. Les rideaux blancs étaient toujours ouverts, laissant entrer l'odeur du sel et le doux bruit des vagues qui venaient lécher le rivage. À l'intérieur de cette maison, il n'y avait plus de cris, seulement des rires. Un matin, alors que le soleil se levait, Ryder s'arrêta et se tourna vers Clara, la voix joyeuse et curieuse. « Mademoiselle Clara, pourquoi le soleil est-il si brillant? » Elle sourit, se pencha et lui caressa doucement les cheveux. « Parce qu'il n'a pas peur du cavalier noir. » Jonathan se tenait derrière eux, écoutant leur conversation. Un léger sourire traversa son visage. La lumière du soleil illuminait ses traits, et dans ses yeux, la femme devant lui n'était plus seulement une domestique. Elle était la lumière qui l'avait conduit hors de l'abîme. Ce soir-là, Jonathan était assis dans le salon. Sur la table se trouvait une photo de Ryder, le garçon rayonnant de joie, tenant la cuillère en argent brillant qu'il avait tant aimé autrefois. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre éclairait son visage, donnant l'impression que ses yeux reflétaient tout le ciel. Clara entra, tenant un petit bouquet. « Tu gardes toujours cette photo? » Jonathan sourit. « Oui, je la regarde tous les matins. » Clara sourit doucement, en plaçant les fleurs dans un vase. Ryder grandira en sachant que son père s'est battu pour la vérité, pour son enfant et pour tous les autres enfants. « Grâce à toi, Clara, » dit Jonathan lentement. Clara marqua une pause, puis esquissa un sourire faible et mélancolique. « Je n'ai fait que mon devoir. » Jonathan la regarda avec tendresse. « Merci. Tu es le miracle que Dieu m'a envoyé en tant qu'écrivain. »